La première, voilà, dans le programme, c'est Mme Chloé Lemeur, qui est doctorante en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales au laboratoire César, sous la direction de Céline Béroux. Sa thèse en cours depuis 2020 porte sur l'articulation entre la mise en œuvre de la laïcité et la promotion de normes de genre à l'école en France. Donc, dans la présentation qu'elle va faire, elle mobilise les résultats de 2 enquêtes ethnographiques, une réalisée en 2013 et en 2015, et l'autre qui a débuté en 2020, et qui ont permis d'observer plusieurs cérémonies d'hommage dans des établissements scolaires, au lycée, au collège, en région parisienne. Donc, j'invite Mme Lemeur à prendre la parole. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que vous m'entendez bien, parce que ma connexion Internet est un peu instable, donc j'espère que ça va pour tout le monde. Alors, j'ai intitulé ma présentation « Les cérémonies d'hommage national à l'école. Pour qui et pourquoi fait-on silence ? L'exigence commémorative et sa mise en débat sur le terrain scolaire, donc entre 2015 et 2021 ». Alors, je vais surtout présenter ici des pistes de réflexion assez nouvelles pour moi, et je me suis dit que le colloque du RIED était une bonne occasion pour ce faire. Alors, comme beaucoup de personnes auparavant, je prends pour point de départ à cette communication le dernier événement qui a de nouveau mêlé et projeté au devant de la scène publique les questions de la laïcité, de l'école et du terrorisme dit islamiste. Donc, il s'agit évidemment de l'assassinat le 16 octobre 2020 de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège de la région parisienne à Conflans-Saint-Honoré. À cette occasion, et comme à celle des attentats de novembre et janvier 2015, par exemple, l'institution scolaire s'est vue à nouveau attribuer une double mission dont certains aspects peuvent s'avérer potentiellement contradictoires entre eux. D'une part, une mission de transmission à la fois pédagogique et défensive des valeurs républicaines, au premier rang desquelles on compte désormais presque systématiquement la laïcité. D'autre part, une mission d'organisation d'un hommage pour la victime, contribuant ainsi à sa reconnaissance collective sur les plans institutionnels et national. Alors, ce rôle accordé à l'école a été d'autant plus mis en valeur cette fois-ci que la victime était un membre de l'éducation nationale, constitué en figure exemplaire, voire héroïsée, d'un professorat républicain par le discours d'Emmanuel Macron dans la cour de la Sorbonne lors de la cérémonie d'hommage du 21 octobre 2020. Sur le terrain que j'observe actuellement, donc dans le cadre de mon enquête ethnographique pour le doctorat, donc ce terrain, je précise juste rapidement, c'est un gros lycée général technologique et professionnel qui est situé dans une des plus grandes villes de banlieue, de banlieue parisienne, dans la fameuse banlieue rouge. Sur ce terrain, l'annonce de l'assassinat de Samuel Paty a été reçue avec une très forte émotion collective, tandis que les attentes gouvernementales à l'égard des agents ont suscité, on va dire, une tension qui a été accrue par 2 aspects. D'abord, évidemment, le contexte pandémique et la mise en place, à partir de la rentrée du 2 novembre 2020, d'un protocole sanitaire unanimement jugé insuffisant par les agents sur le terrain. Et deuxième point qui a suscité l'attention, les modifications de dernière minute des conditions d'organisation de la matinée d'hommage annoncées le soir du dimanche 1er novembre par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Donc, au départ, était prévu un temps de concertation des agents de 2 heures, de 8h à 10h, avant l'hommage en présence d'élèves. Et finalement, au dernier moment, les 2 heures de concertation sont annulées. Donc, dans un tel contexte, il n'y a rien d'étonnant à ce que les cérémonies d'hommage dans les écoles soient, avant même d'avoir eu lieu, constituées en objet de haute surveillance, à la fois étatique comme médiatique. Dans les discours publics, on a pu voir, là, c'est récemment, qu'a été consacrée la catégorie d'incident, apparue en 2015 pour désigner de manière large et assez floue tous les écarts possibles au bon déroulement, c'est-à-dire au déroulement normal et attendu d'une cérémonie d'hommage. En décembre 2020, pour la première fois, me semble-t-il, le ministère de l'Éducation nationale publie ainsi un bilan des incidents survenus lors de l'hommage à Samuel Paty. 793 faits survenus entre le 2 novembre et la fin du même mois y sont recensés et classés en sous-catégories qui, me semble-t-il, ont la particularité d'être à la fois fines et de rester abstraites. La catégorie d'incidents est ainsi déclinée en apologie du terrorisme, qui correspond à 17% des faits observés, provocation 20%, contestation 20% ou encore refus de participer 12% et la catégorie autre. Donc, par plusieurs interventions médiatiques, le ministre Jean-Michel Blanquer indique aussi, avant la reprise du 2 novembre, que les attentes normatives en matière de bon déroulement de la cérémonie et surtout de la minute de silence sont fortes, mais il n'en explicite pas le contenu. Donc, je vais partir de cette consécration récente de la rhétorique de l'incident
et aussi de la logique de la catégorisation et du signalement qui l'accompagne. Et je vais faire une remarque de fond qui va me permettre de problématiser ensuite les situations que je vais vous présenter. Ce qui me paraît très important de noter que dans le discours public récent, médiatique ou gouvernemental, l'organisation de cérémonies d'hommage fait l'objet d'un traitement sous l'angle dominant de la conflictualité, de l'opposition forte, mettant donc en scène la plupart du temps un antagonisme politique, moral et même affectif entre les agents de l'État et une partie de leurs élèves. Là, je suis en train de faire une étude à partir d'Europresse, de tous les articles quasiment qui ont été consacrés à l'hommage à Samuel Paty. Et c'est très rare de trouver des articles comme celui, par exemple, de Mattea Battaglia, qui est paru dans l'édition du 18 novembre 2020 du journal Le Monde, qui aborde la question des dilemmes vécus par les enseignants du premier degré, notamment, face à la demande de signalement des incidents. Donc, on a très peu d'articles de ce type. Donc, le traitement, il y a une sorte de programmation discursive, on va dire, du conflit, qui précède l'organisation même des cérémonies. Et du coup, face à ça, et face à ce à quoi j'ai été confrontée sur le terrain d'enquête, j'ai fait pour cette communication un choix méthodologique qui pourra vous paraître peut-être un peu paradoxal. Je vais partir en fait de deux situations qui impliquent en effet, non pas forcément du conflit, mais au moins de la discussion, du désaccord et même de la contestation de la part des acteurs et actrices et entre eux. Alors, il s'agit donc de prendre au sérieux le fait que des événements aussi exceptionnels que l'organisation dans un cadre scolaire de cérémonies en hommage à des victimes du terrorisme puissent bien faire émerger du dissensus dans les communautés scolaires. Pour poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui fait que le dissensus, voire le conflit, peuvent émerger? Et surtout, plus important me semble-t-il, de quel sens ces dissensus sont-ils porteurs? Le paradigme de l'antagonisme, aujourd'hui dominant, c'est-à-dire de l'opposition forte et séparatrice, pour reprendre un vocabulaire d'actualité. Donc ce paradigme de l'antagonisme, est-ce qu'il est le seul qui puisse nous permettre de comprendre ce qui se passe dans les communautés scolaires lors des cérémonies d'hommage? Alors, je vais vous présenter, parce que ça me paraît plus concret et donc peut-être plus stimulant, d'abord deux situations, donc une observée en 2015 puis en 2021. Donc dans des contextes qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est quand même intéressant. La situation numéro 1, je l'ai intitulée « Et pourquoi on ne fait pas aussi une minute de silence pour les enfants palestiniens ?» Et je cite là mon carnet de terrain de l'époque, reprenant les propos d'une élève dans un cours. Alors, lors de ma première enquête, j'étais dans un collège, le collège que j'ai baptisé Collège Paul Éluard, le 8 janvier 2015, donc au lendemain des attentats dits de Charlie Hebdo. Et j'accueille avec une autre enseignante de l'établissement, parce que j'étais à l'époque en observation participante, j'accueille une classe de 5e. Les élèves sont très désireux de parler de ce qui vient de se passer et la très grande majorité d'entre eux paraissent profondément bouleversés. Donc c'est d'abord des sentiments qui s'expriment, de tristesse, peur, sidération, colère. La déléguée de classe prend la parole au bout de la première demi-heure. Et très émue, les larmes aux yeux, elle dit qu'elle est, je cite, « contre les attentats, mais aussi contre les caricatures. Mais surtout, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on fait une minute de silence pour ces attentats-là et pas pour les autres. Il y en a partout dans le monde, tout le temps, et on n'en parle jamais. Il y a des enfants qui meurent. Pourquoi on ne fait pas aussi une minute de silence pour les enfants palestiniens? Moi, ça, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord. Et là, elle s'arrête et elle se met à pleurer. » Plus récemment, au cours d'un long entretien réalisé en février 2021, une professeure d'histoire-géographie du lycée Jean Jaurès, donc c'est une professeure qui est là depuis 10 ans, qui est particulièrement respectée par les élèves et par l'ensemble des agents, revient sur les différentes minutes de silence qu'elle a dû organiser au cours de sa carrière. Elle m'explique que la question de l'inclusion des enfants palestiniens dans la catégorie des victimes de terrorisme auxquelles on rend hommage officiellement à l'école se pose à chaque fois, dit-elle. Donc elle a 15 ans d'expérience à peu près, dont 10 ans dans l'établissement observé. Pour illustrer son propos, elle raconte une discussion ayant eu lieu dans sa classe de terminale ES en mars 2012, donc juste avant la minute de silence rendue en hommage aux victimes assassinées par Mohamed Merah. Donc là encore, je la cite, elle me dit « Il y a eu cette discussion qui est toujours très intéressante sur les enfants palestiniens. Et moi, je leur ai dit, je suis d'accord, on peut intégrer les enfants palestiniens, peu importe les enfants. À partir du moment où on meurt, où on est un enfant pour des raisons de fanatisme religieux, etc., il n'y a pas de problème, on peut les associer à. » Sauf que ça a duré pendant plusieurs mois, cette affaire. Pas forcément dans mon cours, tu vois, mais avec la police nationale. Certains ont eu des problèmes lors de leur journée d'appel, des garçons de cette génération-là. Alors, par l'expression de cette affaire, elle désigne le fait que plusieurs garçons de cette classe de terminale, je cite, prennent la défense de Mohamed Merah, notamment au cours de cette discussion. Dans la suite de l'entretien, elle précise la division genrée de la classe, les filles étant unanimement en désaccord avec la position d'une partie des garçons. Elle ajoute que quelques temps plus tard, lors de la venue de la police nationale pour une formation au code de la route, donc rien à voir, la voiture des agents qui est garée dans la cour de l'établissement est dégradée par plusieurs élèves, dont des garçons de cette classe, qui scandent le nom de Merah. Marquée par ce souvenir, elle est encore très émue quand elle le raconte, elle commente.
Mera, ça a été chaud parce que tu arrives en cours, tu vois, et tu t'attends pas du tout à ce que tes terminales ES prennent la défense de Mohamed Merah, tu vois. T'attends pas ça parce que c'est un tueur en série, le type. Enfin, tu vois, il avait tué des enfants dans un... Mais en fait, c'est là que tu prends dans la figure que des enfants juifs, c'est pas comme des enfants... Enfin, c'est pas comme les autres enfants. Et je me souviens, ça avait été vraiment très, très violent. Surtout, je me souviens le fait que ça soit des terminales. Donc voilà, première situation que je vais beaucoup analyser et mobiliser. Mais j'ai quand même envie de vous en donner une deuxième beaucoup plus rapidement, parce que je sens que je vais parler trop longtemps sinon, qui est plus récente, mais qui me paraît vraiment intéressante à mettre en perspective avec cette première. Donc la deuxième situation, elle nous ramène à l'actualité récente, puisque là, je pars des 2 heures d'Assemblée générale et des discussions et des minutes de silence que j'ai pu observer dans une classe de première au lycée Jean Jaurès le matin du 2 novembre 2021. Donc il y a eu une Assemblée générale qui a rassemblé 80% des personnels d'éducation sur des heures banalisées par la proviseure de l'établissement, qui prenait ainsi une décision contraire aux directives ministérielles. Et donc, il y a eu toute une première heure consacrée à la discussion sur l'hommage rendu à Samuel Paty, puis une deuxième heure sur la situation sanitaire. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier. Et là encore, je vais reprendre ce que me dit cette enseignante, toujours dans le même entretien, parce que c'était en février qu'on a eu cet entretien. Elle me résume cette matinée d'une manière qui a été très représentative des réactions des agents sur le moment. Elle me dit la chose suivante. L'hommage, il a été noyé dans la semaine de débat sur le protocole sanitaire. Et l'attitude du ministère, c'est un scandale vis-à-vis de nous. Parce que dans la majorité des professions, quand il y a un drame comme ça, malheureusement, on laisse aux gens le temps de se recueillir. C'était 2 heures de 8 à 10, quoi. C'est pas... Donc non, un scandale. Enfin, c'est à la hauteur de ce que fait ce ministère. J'ai pas de mots pour le qualifier. Vraiment, ça va être très, très dur de rattraper ce qu'ils ont fait à l'école. Donc c'est très représentatif parce que la majorité des agents qui ont pris la parole pendant l'Assemblée générale ont évoqué des sentiments de colère et le sentiment d'être méprisés par leur ministère de tutelle. Alors, je vais expliquer pourquoi je mets en relation ces deux situations qui peuvent paraître assez différentes, même s'il s'agit dans tous les cas d'organiser, de mettre en œuvre des cérémonies d'hommage. Je précise aussi tout de suite que c'était des situations particulièrement intenses et épuisantes pour les acteurs et les actrices, globalement. Et il me semble justement que ce sont ces caractéristiques, l'intensité, les différents rapports de domination qui sont engagés, l'émergence possible de la violence, notamment les propos à caractère antisémite, qui font qu'il faut absolument ne pas faire l'économie d'analyser ce qui se passe à ce moment-là. Alors, premier point de mon analyse, qui s'intitule « Discuter, former, commémorer », les attentes difficiles à constituer de l'institution scolaire à l'égard de ses personnels et usagers. La première chose, moi, qui m'a frappée en tant qu'observatrice, c'est tout simplement la chronologie de ces matinées consacrées aux cérémonies d'hommage. En un temps très resserré, entre 2 et 3 heures dans les différents cas observés, les acteurs et actrices, donc les agents ou les usagers de l'école, doivent mettre en œuvre des attentes institutionnelles qui s'avèrent contradictoires. Donc il y a 2 logiques dominantes. La première logique que je qualifierais d'informative et de compréhensive est informative et compréhensive, c'est-à-dire qu'il y a un double effort de compréhension qui est demandé, un effort de compréhension factuel, il faut comprendre ce qui s'est passé, et un effort de compréhension interindividuelle, c'est-à-dire qu'il s'agit pour tous les acteurs de se comprendre les uns les autres et donc de discuter de la manière dont les faits qui se sont déroulés ont été interprétés, notamment dans les discours publics et médiatiques. Cette logique, elle rend possible, voire elle implique en fait l'expression individuelle de positionnements variés et dissensuels, ayant parfois de fortes implications affectives, morales et idéologiques. Et pour être plus concret, au cours de l'Assemblée générale au lycée Jean Jaurès, la majeure partie des enseignants s'appuyant sur leurs expériences des précédentes cérémonies, s'attendaient à ce que les élèves expriment des points de vue avec lesquels ils seraient en désaccord. C'était vraiment, ça faisait partie du dispositif et même ça allait au-delà de ça. La plupart des agents que j'ai interrogés après l'Assemblée générale me disaient que pour eux, cette expression était nécessaire, cette expression dissensuelle était nécessaire et constituait en fait le point de départ de leur travail pédagogique. Donc on a d'un côté cette première logique et de l'autre, on a une autre attente formulée par l'institution qui, elle, est tout sauf dialogique, contrairement à la première que je viens de décrire. Elle correspond à une logique commémorative impliquant l'adhésion collective et passant par des modalités comme le silence, qui, dans un contexte scolaire, ont un sens disciplinaire, engageant le rapport d'autorité entre les personnels et les élèves. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'au Collège Paul-Éluard en 2015, les tensions entre agents et élèves vont émerger au moment du passage d'un temps, celui du dialogue, à l'autre, celui du recueillement, de la commémoration au sens premier du terme. Donc, je pense que c'est important de partir de ce qui peut paraître un peu anecdotique, c'est-à-dire cette temporalité resserrée et la dimension presque contradictoire des attentes de l'institution. Parce que je pense qu'elles expliquent un certain nombre de phénomènes qu'on peut observer par la suite. Donc,
Par exemple, la première chose qu'elles expliquent, à mon sens, c'est que l'expression des opinions divergentes, la confrontation au dissensus, et même dans certains cas à des propos violents, sont suscités par le dispositif lui-même, sont attendus, tout en étant vraiment appréhendés et craints par une partie des acteurs et des actrices, notamment les enseignants. Par contre, ce qui est aussi exigé, et c'est là où, à mon avis, toute la complexité des moments commémoratifs émerge, ce qui est exigé, c'est que le dissensus trouve une résolution très rapide, en moins de 2 heures en fait. C'est-à-dire qu'il s'agit, juste après la discussion, de refaire groupe, de refaire commun rapidement dans le moment commémoratif. Et dans ce contexte, l'expression des émotions et des sentiments vont aussi prendre une intensité et une centralité qui est assez exceptionnelle quand même dans un contexte scolaire. Et plus intéressant encore, émotions, sentiments deviennent un objet d'observation, de commentaire, et tendent même à devenir un instrument de mesure, d'évaluation, de la conformité de ce que ressentent les individus avec les attentes normatives et implicites sur le plan de la commémoration. Et j'en viens à partir de cette remarque à mon deuxième point qui est le cœur de la réflexion. Ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, on va dire, dans les cérémonies d'hommage à l'école telles que je les ai observées, c'est la manière dont les désaccords entre individus, mais aussi le conflit possible entre les individus et l'institution, ou encore l'émergence de propos violents, comme ceux de nature antisémite par exemple, prennent d'abord pour point de départ des considérations affectives et morales. Et je pense que c'est vraiment important de les comprendre comme ça. Je m'explique. Je vais commencer par la situation 2 parce que clairement, elle est plus simple à analyser. Il y a moins voilà, c'est moins dur, quoi. En entretien, vous avez vu que l'enseignante d'histoire-géographie, elle utilise le terme « scandale » avec beaucoup de force pour désigner les choix ministériels qui ont été faits dans l'organisation de la cérémonie d'hommage à Samuel Paty. Au cours de l'Assemblée générale et au cours des temps informels qui ponctuent la journée, les termes employés renvoient aux notions de mépris, d'indignité ou, pour citer un des acteurs, de vrai foutage de gueule. Donc là, voilà, c'est comme ça que c'est formulé. Autrement dit, le motif de mobilisation collective qui va quand même conduire les agents à refuser les modalités d'hommage exigées par le ministère et ensuite à demander que soit banalisé un temps pour élaborer un protocole sanitaire. Donc, il y a une opposition forte à la logique ministérielle. Donc, le motif de mobilisation, c'est d'abord l'expérience et le sentiment d'un déni de reconnaissance par l'État de la part des agents, d'une rupture des conditions minimales du respect au travail, certes, mais surtout dans le deuil, en tant qu'agent endeuillé, pourrait-on dire. Et d'ailleurs, je trouvais ça assez représentatif qu'au cours de l'Assemblée générale, les représentants syndicaux, qui sont très actifs dans cet établissement, donc CGT Éducation, Sud Éducation et SNES FSU, étaient vraiment beaucoup plus en retrait que d'habitude. Même s'il y avait quand même une articulation qui était faite entre la critique morale de l'action gouvernementale et la critique politique de cette même action. Mais le premier motif, c'était la critique morale. C'est indigne, on ne nous laisse pas vivre notre deuil correctement. Donc, il me semble que là, le lien se fait entre les deux situations, en fait. C'est-à-dire que la première situation, celle que j'appellerais celle qui fait émerger la question des enfants palestiniens, elle montre bien aussi comment les cérémonies d'hommage à l'école introduisent en fait la possibilité d'un dissensus, mais aussi parfois d'une réelle critique sociale qui se fonde d'abord sur la puissance de l'affect et sur la formulation d'exigences morales. Ce qui me semble déplace quand même pas mal la manière qu'on a de les concevoir, enfin en tout cas la manière médiatique et dominante qui a émergé de les concevoir ces derniers temps. Je pense que vous aurez noté l'importance du motif de l'enfance dans la situation numéro 1. Symboliquement, pour tous les acteurs et les actrices, que ce soit l'enseignante ou les élèves, dans les différentes situations, les enfants représentent ceux à qui on ne peut dénier sous aucun motif le statut de victime. Et le leur dénier constitue, par exemple pour l'enseignante, d'abord une faute morale. Donc le topos très partagé de l'innocence de l'enfance est censé les extraire de la logique conflictuelle sur les plans idéologiques, politiques et guerriers qui ne concerneraient que les adultes. Donc, il me semble que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le motif de l'enfance fait pour les acteurs appel à une forme de morale universelle qui mobilise pour comprendre la situation. Une morale universelle qui devrait transcender les oppositions. Par exemple, l'émotion de l'enseignante d'histoire-géographie est très forte lors de l'échange avec ses élèves parce qu'elle attendait l'expression publique d'une empathie à l'égard des enfants et qu'elle a constaté que en fait, leur judéité devient un stigmate qui justifie la défense de l'assassin et, in fine, une déshumanisation des victimes par quelques-uns de ses élèves. De même, l'émotion et l'incompréhension de l'élève de 5e qui pose la question de l'inclusion des enfants palestiniens dans l'hommage aux victimes sont très fortes. Elle exprime aussi le sentiment que certaines victimes ne sont pas reconnues comme telles, selon des critères qui lui paraissent irrecevables d'un point de vue moral d'abord, avant d'être, enfin même pas forcément politique d'ailleurs, je pense.
Donc là, il me semble qu'il faut, sur le plan d'analyse sociologique, prendre très au sérieux ces demandes, qui sont en fait des demandes que certains ou certaines ne soient pas exclus a priori des manifestations collectives et institutionnalisées de l'empathie et du deuil. Et qu'il ne faut pas non plus réduire ces demandes-là à l'idée que s'exprimerait là une simple forme de mise en concurrence victimaire, comme on entend parfois, rendue possible par le dispositif institutionnel qui choisit qui on pleure officiellement ou non. Pour reprendre la question très récurrente des enfants palestiniens, et je vais essayer de terminer assez rapidement, je ne sais pas combien de temps il me reste en fait. 2 minutes ? 2 minutes ? Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc la question des enfants palestiniens, je pense qu'on peut la comprendre de cette manière. Pour moi, cette question, elle est d'abord une manière de confronter l'institution scolaire à une contradiction implicite, impliquée par les cérémonies d'hommage. Alors même que l'école défend un modèle humaniste, universaliste et libéral qui passe par le fait d'accorder en principe la même valeur à toutes les vies humaines, la logique nationale de la commémoration semble passer au contraire par le fait de choisir de qui on reconnaît et on honore collectivement la vie et la mort. Donc la question de l'inclusion des enfants palestiniens met au jour cette tension, dans un contexte en plus où le discours antiterroriste, et là je renvoie aux travaux récents de Mathias Delory qui sont très éclairants, donc dans un contexte où le discours antiterroriste prétend justement agir au bénéfice d'une communauté imaginaire transnationale, dit-il, qui devrait par principe inclure les femmes et les enfants. Donc autrement dit, il me semble que ces questions, il faut les prendre au sérieux en ce qu'elles nous désignent la contradiction possible entre le régime national, voire nationaliste, peut-être, de la reconnaissance, et le régime universaliste de la reconnaissance. C'est-à-dire, quel est le régime auquel ces commémorations se réfèrent, en fait. Enfin, je pense que c'est la question qui est posée. Donc, s'exprime un sentiment que, contrairement à ce qui est dit, toutes les vies ne se valeraient pas. Je pense que, en tout cas, dans toutes les situations que j'ai pu observer qui étaient très récurrentes, il y avait vraiment cette question, en fait, qui était sous-jacente à la situation sociale. Et à partir de là, donc ma proposition, et je vais essayer de terminer vraiment en 1 minute, j'avais trop de choses à dire, je suis désolée. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces situations. Mais moi, je pense, ma proposition, c'est de comprendre, par exemple, cette question récurrente des enfants palestiniens comme une manière dont se formulerait une demande de reconnaissance. Faite aux adultes, faite à l'institution scolaire, faite à la communauté. Et là, je m'inscris très clairement dans la lignée critique qu'on doit à l'école de Francfort ou encore à Judith Butler, qui nous propose en fait de comprendre la conflictualité comme étant liée à une demande de reconnaissance. Et une demande de reconnaissance, et là je reviens à une considération plus sociologique, qu'on ne peut comprendre qu'en tant qu'elle s'inscrit dans des rapports sociaux de pouvoir, de domination aux échelles internationales, nationales et locales. Et là, par exemple, il faudrait, c'est ce que j'avais prévu de faire, analyser comment la référence la plus choquante en fait dans ce qui est dit par exemple à Mohamed Merah, comment la référence à un crime et à un criminel s'inscrit dans des logiques de conflictualité et de masculinité locale, en fait, liées aux affrontements très récurrents entre une partie des élèves du lycée et la police nationale. C'est-à-dire qu'à mon sens, on ne peut pas comprendre. Évidemment, c'est lié à une logique structurelle antisémite, bien sûr, mais de nos sociétés. Mais je pense que vraiment, il faut l'inscrire dans cette logique locale de la confrontation et de la masculinité. Donc voilà, je termine là sur ça en disant que voilà, moi, je suis partie, en fait, tout simplement des émotions très fortes auxquelles j'ai été confrontée sur mon terrain récemment et de la lecture au même moment, de manière complètement par hasard, d'Axel Honneth et de la reprise des théories hegeliennes de la question de comment le crime et la défense du crime peuvent participer de logiques de demande de reconnaissance. Donc, tout ça est arrivé en même temps pour moi et ça m'a amené à me dire que il me semblait qu'il fallait, pour comprendre ce qui se passait lors des commémorations, et notamment des conflits lors des commémorations dans les écoles, qu'il fallait pas se contenter du paradigme dominant de l'antagonisme, mais au contraire peut-être questionner ce paradigme à partir d'un autre qui serait le paradigme de la demande de reconnaissance. Donc pas la question de, en s'opposant, on veut s'exclure de la communauté, mais peut-être en s'opposant, en questionnant, on s'interroge sur les conditions d'inclusion à la communauté et on demande une inclusion pleine et entière à la communauté. Voilà, je suis désolée d'avoir dépassé, vraiment désolée.